sait historiquement que l'Alsace est très touchée par le diabète, beaucoup plus touchée que aux autres régions de France. En fait, c'est pas que l'Alsace, c'est tout le grand nord-est de la France, je dirais au nord d'une ligne entre la Normandie et la Franche-Comté. Alors en Alsace, c'est 200 000 personnes qui sont diabétiques, ce qui est quand même considérable, 10% de la population, dont 20 000 qui sont diabétiques mais ne le savent pas. Donc tout un problème aussi de dépistage et donc de retard à la prise en charge. Ce diabète, bien sûr, il est lié à un comportement d'une population, c'est bien clair. La population alsacienne, la population du nord de la France en général, a un comportement très différent, et aussi une exposition à des facteurs de risque très, très différents du sud de la France. Alors pourquoi? Voilà, c'est une bonne question. Les gens disent traditionnellement l'Alsacien ne mange pas bien. Il mange beaucoup de sel, beaucoup de charcuterie, beaucoup de fromage, il boit de la bière, enfin toutes choses que l'on sait pas très bonnes. C'est probablement ceci joue un rôle, mais ceci a une raison. Et la raison, c'est en fait celle qu'on voit maintenant dans le diabète partout dans le monde. Le diabète est d'abord une maladie des gènes. C'est une maladie génétique. Et les gènes qui vont être les gènes du diabète sont les gènes qui auront permis à l'espèce humaine de survivre face à la famine, de survivre face aux grandes agressions de l'histoire, en étant capable de manger peu et en étant capable de se dépenser beaucoup. Ces gènes-là, lorsque les conditions ne sont plus là, eh bien, ils deviennent des gènes d'une maladie. Si on réfléchit un tout petit peu, le nord de la France, tout l'Alsace, a été depuis 3 siècles le témoin de toutes les grandes invasions. Les Allemands, les Polonais, les Allemands, les Suédois, les Allemands, qui font que finalement, cette région a eu beaucoup plus de problématiques de famine, de souffrance, et que ces conditions, ces facteurs-là, favorisent l'émergence de gènes de société qui sont des gènes de lutte contre cela. Si vous ajoutez au fait que chaque fois qu'on a une grande souffrance, on en ressort avec un comportement d'enrichissement, de stockage, pour éviter que ça revienne, on comprend très bien que l'Alsace, le nord de la France, soit beaucoup plus touché. Ce qui veut dire que l'Alsacien est un peu responsable, mais en tout cas, il n'est pas coupable. Le coupable, c'est l'histoire de cette région qui est très différente de l'histoire du sud de la France. Et j'ajoute peut-être une chose, c'est que quand on regarde vraiment cette différence nord-sud, on la retrouve aussi au niveau de l'exposition au soleil. Et que la région la plus touchée par le diabète, c'est la région la moins exposée au soleil. Et que la région la plus protégée, c'est la région la plus exposée au soleil. Et on sait aujourd'hui que le soleil, les rayons solaires, sont un phénomène de régulation de la santé extrêmement important. Non seulement par la vitamine D qu'ils vont amener en l'activant, mais aussi parce qu'au niveau de l'œil, de la rétine, il stimule des glandes, l'épiphyse notamment, et ceci est un facteur de protection contre des tas de maladies, le diabète, le cancer, l'hypertension, la dépression, etc. Donc il y a aussi indiscutablement cette notion-là. Là aussi, l'Alsacien n'est pas coupable. Il subit. Le diabète en France, aujourd'hui, c'est à peu près 4 millions de personnes. À titre d'information, autour des années 90, c'était 800 000. Donc on est passé de 800 000 à 4 millions. Dans le monde, on est passé, durant la même période, d'à peu près 80 millions à 466 millions. Et on est certain qu'en 2040, dans le monde, on sera entre 800 millions et 1 milliard de personnes affectées par cette maladie. Ce qui veut dire que c'est une épidémie véritable. Et c'est la première épidémie dans l'histoire de l'humanité d'une maladie qui n'est pas contagieuse. Jusqu'au XXe siècle, toutes les maladies épidémiques étaient des maladies contagieuses. Tuberculose, grippe, choléra, sida. Tout ça, c'était des maladies portées par un vecteur que l'on s'en transmettait. Dans le cadre du diabète, mais aussi d'autres maladies qui arrivent, l'hypertension, la dépression, il n'y a pas d'agents qui transmettent la maladie, et il y a 2 facteurs qui interviennent et qui interviennent très fortement, c'est les facteurs génétiques, ceux dont nous avons hérité de nos parents, de nos grands-parents, et de génération en génération, et les facteurs environnementaux. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette discordance monstrueuse entre un environnement qui change à une vitesse incontrôlée et des gènes qui, eux, ont encore l'expression. Et l'une des expressions les plus intéressantes, c'est que les gènes, pour protéger l'homme, le rendent obèse. Parce que c'était la manière, il y a 300 ans, 400 ans, 500 ans, de survivre aux famines. Et aujourd'hui, il ne sait encore pas faire autrement. Donc les gènes les plus protecteurs
sont ceux qui vont rendre les gens obèses, donc les rendre diabétiques. Donc avec le même mécanisme qui était salvateur il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, sans laquelle l'humanité n'existerait plus. Hein. S'il n'y a pas eu l'obésité, il n'y aurait plus d'êtres humains sur la Terre. Eh bien ce même mécanisme, cette même anomalie, cette même situation devient une maladie grave qui donne des maladies graves, dont le diabète, bien entendu. Alors en Alsace, c'est 200 000 personnes, sur les à peu près 2 millions d'habitants. Ce sont des complications. Complications qui sont en fait le seul enjeu de la maladie, parce que avoir trop de sucre, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que ça favorise les complications cardiovasculaires, donc l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, l'amputation, qui sont vraiment ce qui coûte le plus cher à la société et le plus cher à l'individu. C'est aussi des risques de cécité, c'est aussi des risques de dialyse. En Alsace, pour donner un chiffre, un dialysé sur 2 est diabétique. En Normandie, c'est 1 sur 10. Pour vous montrer un petit peu la différence, donc non seulement on a un diabète plus fréquent, mais on a un diabète qui est probablement plus agressif que dans d'autres régions de France. Alors ça, c'est peut-être lié à un élément qui est très problématique en Alsace, qui est la consommation de sel. Nous sommes les plus gros consommateurs de sel. Pourquoi ? Probablement encore ce comportement où le sel était, comme le sucre d'ailleurs, un élément de survie face à ces grandes drames. Mais clairement, l'ennemi de l'Alsacien, c'est la boîte bleue sur la table du repas. À la rigueur, une toute petite salière en argent dans laquelle on met quelques grains, et mieux pas de salière du tout. Parce que, indiscutablement, le sel est un élément sur lequel on peut agir assez facilement en Alsace. Bien sûr, deuxième élément sur lequel on peut agir, c'est l'activité physique. Là encore, on est beaucoup moins avantagé que le sud de la France, où il fait en général beau, et que faire du vélo dans le sud de la France, c'est toujours un bonheur. Faire du vélo ici pendant les 6 mois, c'est quand même galéroïde, et c'est vraiment avoir envie de le faire, quoi. Alors, on sait aujourd'hui que l'alimentation d'une part, l'activité physique d'autre part, sont les grands responsables du diabète, mais aussi sont les meilleurs traitements du diabète. En d'autres termes, quand on bouge, on soigne son diabète. Quand on est sédentaire, on favorise l'apparition du diabète. Idem pour l'alimentation, quand on mange bien, on améliore le diabète, voire on évite son apparition. Quand on mange mal, on favorise l'apparition. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup de peine à comprendre, parce que c'est de l'effet à très long terme. Il faut 10 ans, 15 ans, 20 ans d'alimentation de malbouffe, entre guillemets, pour que le pancréas commence à battre de l'aile et que le diabète apparaisse. Le diabète, c'est la conséquence d'un pancréas qui ne va pas bien. Il faut des dizaines, des 10, 15, 20 ans de sédentarité pour qu'un pancréas commence à battre de l'aile. Et ça, on a de la peine à comprendre. On le comprend aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte qu'on a 2 glandes dans l'organisme qui sont extraordinaires, 2 glandes endocrines, qui sont l'une l'intestin et l'autre le muscle. L'intestin, pour l'instant, était pour nous un organe digestif. C'est aujourd'hui la plus grande glande endocrine de notre organisme. Et en fonction de la flore intestinale que l'on a dans l'intestin, les hormones que l'intestin va envoyer au pancréas vont varier. C'est-à-dire que si vous avez une bonne flore intestinale parce que vous mangez bien équilibré, des fruits, des légumes, blabla, eh bien vous aurez une bonne flore intestinale, vous aurez des hormones de l'intestin qui marcheront bien, et vous aurez un pancréas qui ne va pas devenir diabétique. Ben, c'est pareil au niveau du muscle. Et ça, on le découvre depuis une dizaine d'années, et on est vraiment à la pointe du travail là-dessus. Chaque fois que vous contractez un muscle, vous envoyez des hormones dans votre organisme. Et notamment, vous envoyez des hormones au pancréas. Et selon le type de muscle que vous contractez, ces hormones pourraient être favorables pour le pancréas, donc protéger du diabète, ou l'améliorer s'il existe, ou défavorables, en l'occurrence, favoriser l'apparition. Et on sait en particulier que les muscles de résistance, le triceps notamment, c'est celui qu'on utilise le plus, sont beaucoup plus intéressants que les muscles d'endurance, par exemple le quadriceps. Voilà, on sait, donc tout ceci fait qu'on a une reconsidération et que nous avons isolé, on est en train de la breveter, une myokine, on appelle myokine, ce sont ces hormones fabriquées par le muscle, une myokine qui est manifestement capable d'empêcher la destruction des cellules pancréatiques par le diabète. Et cette myokine, à mon avis, dans les 5 ans qui viennent, sera l'origine d'un médicament extraordinaire, qui va être un médicament où on va reconsidérer tout ce qu'on a vu considérer jusqu'à présent. On ne va plus parler insuline, on va parler en amont de l'insuline, des éléments qui sont les éléments régulateurs du fonctionnement du pancréas, avec une notion qui peut être très importante, qui est la notion de prévention.
C'est-à-dire qu'on peut utiliser ce genre d'éléments chez les gens dont on sait qu'ils sont prédisposés au diabète, par la famille, par leur histoire personnelle, par des tas d'éléments. Et donc on est à l'aube d'une nouvelle ère. Et ce qui est à peu près sûr, c'est que le muscle est l'organe qui nous permettra de vivre le plus longtemps. Le vieillissement, c'est toujours une sarcopénie. Une sarcopénie, une perte de protéines dans le muscle. Donc un vieillissement passe toujours au départ par un vieillissement musculaire. Si on arrive à éviter ce vieillissement musculaire, on ralentit considérablement le vieillissement de l'être humain. Et on est même en train de démontrer, avec le soutien de la communauté européenne, que non seulement le muscle envoie des hormones, mais il envoie du matériel génétique dans la cellule pancréatique, et que ce matériel génétique va se figer dans la cellule pancréatique et va permettre une mémoire de l'activité physique. En d'autres termes, si vous avez fait beaucoup de sport entre 20 et 50 ans, et que pour des raisons X, vous avez arrêté à un moment donné, 10 ans plus tard, vous serez toujours protégé par ce que vous avez fait avant, alors que si vous n'avez jamais fait de sport, vous ne serez pas protégé. C'est très important parce qu'il y a une très belle leçon entre guillemets, de morale, de bénéfice. Tout ce que l'on fait de bien, on le garde dans la mémoire, on le garde dans l'histoire. Et l'homme, on le sait maintenant, est une réserve de mémoire de ce qui a été fait, de mémoire de ce que nos aînés ont fait, c'est les gènes, de mémoire de ce que nous faisons, c'est l'épigénétique, et ceci permet indiscutablement de voir l'avenir d'une autre manière, parce que c'est pas parce que, par exemple, on a arrêté de faire du sport pendant 5 ans, mais qu'on en a fait ensuite pendant 25 ans, c'est bon. On aura rattrapé et on aura remis la mémoire dans nos muscles, dans nos cellules pancréatiques, d'un muscle qui travaille bien. Il est effectivement important de faire travailler l'ensemble de ces muscles, et pas forcément dans une salle de musculation qui coûte cher, etc. Et je dis toujours qu'il y a 2 exercices extraordinaires, c'est de passer l'aspirateur. Ça vaut pour les hommes, ça vaut pour les femmes, les deux savent le faire. Et pour cela, on travaille les jambes puisqu'on bouge, les bras, on passe et on repasse, et on a au moins 20 minutes à 30 minutes pour aspirer un appartement. C'est ce qu'on demande. Et il y a un autre exercice dans le même style qui est très bien, c'est le jardinage. Quand vous jardinez, à la fois vous faites travailler vos jambes, mais aussi les bras, et c'est ça qu'il faut à tout prix rechercher. Ce qui est mauvais, par exemple, pour une personne notamment de certain âge, c'est le tapis roulant. Sur un tapis roulant, vous ne faites que dérouler des muscles d'endurance, c'est pas bon. Par contre, si vous êtes sur un rameur, si vous êtes, voilà, il faut vraiment faire travailler l'ensemble du capital musculaire, plutôt les muscles d'endurance quand on est jeune, mince, beau, etc., belle, et plutôt les muscles de résistance quand on devient un peu plus vieux, un peu moins attractif. Voilà. Donc c'est vraiment 2 types d'exercices très simples, qui sont des exercices, mais c'est pareil d'aller travailler à pied, c'est pareil de faire du vélo, c'est pareil de... Voilà, tout. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est anglaise, je vais la traduire en français. Nothing is bad, anything is better than nothing. Ne rien faire, c'est un désastre. Tout ce que l'on fait, c'est mieux que de rien faire.